Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle émission de la Cité Viternet Web TV. On aborde cette fois-ci la thématique de la résistance du vignoble aux matières actives et également du réseau Défi Ecophyto. Pour ça, nous sommes en compagnie de Bernard Molot. Bonjour, vous êtes de l'IFV. Tout à fait, donc... Bonjour, vous êtes accompagné de Didier Sauvage, qui est de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Oui, bonjour. Et vous êtes tous les deux membres de la cellule nationale d'animation du réseau Défi. Oui, c'est ça, oui. Donc vous venez d'animer ce matin la conférence Euroviti dans le cadre du CITEVI. Vous avez abordé, Monsieur Molot, le cas des résistances aux produits phytosanitaires du vignoble français. Est-ce que vous pouvez nous présenter les premières impressions et premières tendances qui se dégagent pour cette année ? Oui, bien sûr. Donc la problématique des résistances aux produits phytosanitaires en viticulture est maintenant une constante depuis le début des années 80, dirais-je. Ça concerne essentiellement 3 maladies, le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise, ou botrytis, et depuis quelques années, certaines mauvaises herbes. Quelle est la tendance cette année ? On est plutôt sur une augmentation des résistances ou Alors vis-à-vis des familles chimiques que je qualifierais d'anciennes, entre guillemets, la tendance est à un maintien, pas d'augmentation. Et vis-à-vis des nouvelles familles chimiques très récentes, donc par là j'entends les familles qui ont moins de 2 ans sur la mise en marché, oui. Nous avons quelques signaux qui s'allument, mais sans gravité apparente, pour le moment semble-t-il. Pourtant cette année on était sur un climat en termes de pression maladie assez faible. Il y a des remontées particulières Effectivement, du fait d'une pression parasitaire globalement faible sur l'ensemble du territoire, je pense qu'on n'avait pas les conditions idéales pour sélectionner, disons, une forte pression, donc de nouvelles souches résistantes. Donc une pression qui reste quand même une résistance qui reste quand même relativement stable ? Qui en tout cas justifie les mesures mises en place jusqu'à maintenant, mais comme les résultats sont partiels à ce jour, nous n'avons pas les éléments définitifs, mais je ne pense pas qu'on se dirige en clair vers un durcissement des mesures déjà en place. Mais quant à un maintien, ça paraît probable dans l'état actuel des résultats. Donc les préconisations d'alterner les différentes matières actives sont suivies et mises en place sur le terrain aujourd'hui ? Tout à fait, oui. Elles sont résumées, disons, dans des notes nationales qui sont émises par la ministère et qui donc précisent les mesures à mettre en place par type de famille chimique en viticulture. La diminution du nombre de matières actives présentes sur le marché aujourd'hui n'est pas non plus un facteur qui influence ces résistances ? Alors, dans le cas particulier de la viticulture, la réponse est non. Nous avons encore à notre disposition des familles chimiques, donc des modes d'action différents qui ne nous mettent pas en situation d'impasse. Par contre, dans d'autres filières que la vigne, il est clair que la restriction des familles phytosanitaires peut poser de gros problèmes, qu'on résume par le terme de maladie orpheline. Est-ce que les mesures mises en place dans le cadre de Certifito, avec une traçabilité du conseil, la diffusion des bulletins de santé des végétaux, a déjà en soi une première action sur le terrain ? C'est évident que le nouveau mode, disons, de diffusion de l'information a des conséquences pratiques sur le terrain, puisque là, on a clairement la filière observation de terrain, bulletin technique et mise en application, et que ça le mérite au moins, disons, d'une traçabilité accrue de la filière observation préconisation. C'est évident. Maintenant, je vous propose qu'on fasse une transition peut-être un petit peu brutale, mais pour aborder le côté défi éco-phyto. Vous travaillez sur la question, Monsieur Sauvage. Quelles sont les premières observations que vous pouvez effectuer justement en lien avec l'utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre des fermes de référence ? Bien, oui. Je rappellerai simplement que le réseau Défi qui s'est mis en place cette année après une phase test préalable regroupe un ensemble de fermes et d'exploitations viticoles réparties sur l'ensemble du territoire national, puisqu'il y a 18 groupes de fermes en viticulture qui sont présents. Oui. Et ces fermes ont une ambition qui est de développer, mettre en place des systèmes de culture, des modes de production économes en phytosanitaire. Alors, bien évidemment, dans ces modes de production économe en phytosanitaire, il y a une manière de raisonner, une certaine prise de risque de la part de ces exploitations
qui font qu'ils doivent intégrer dans leurs données, dans leurs objectifs, les questions notamment de résistance ou qui mettraient en péril la protection phytosanitaire. Parce que effectivement, en cas d'échec, on peut avoir un résultat qui soit plus mauvais que ce qu'on pouvait avoir au départ par des traitements de rattrapage qui à ce moment-là deviennent assez catastrophiques. Sur cette première année, vous observez quand même des points d'amélioration ou... Alors sur cette première année, dans les réseaux présents, bien, on a en place des exploitations qui, pour l'essentiel, avaient déjà un certain parcours et avaient déjà mis en place un certain nombre de mesures, ou en tout cas des exploitations qui avaient intégré la nécessité de réduire l'usage des phytosanitaires et qui, notamment pour beaucoup d'entre elles, pratiquaient le raisonnement des traitements. Oui. Mais néanmoins, on voit au fur et à mesure du travail réalisé par les ingénieurs réseau et des projets qui se précisent, un certain nombre de leviers qui sont activés et qui sont assez prometteurs avec, dans certaines situations, des ambitions affichées assez importantes et pour certaines d'entre elles, pratiquement au niveau de l'objectif donné dans le cadre du plan Ecophyto, c'est-à-dire de réduire de 50% par rapport à l'IFT de référence régionale. Alors, quels sont ces leviers, si vous pouvez nous présenter quelques exemples, quelques initiatives mises en place? Alors les principaux leviers vont tourner autour de deux grands axes. On va dire tout ce qui va tourner autour de la gestion et de la maîtrise du programme de protection de lutte contre les bioagresseurs. Et le deuxième grand volet, tout ce qui va tourner autour de la gestion et de la stratégie d'entretien des sols. Pour le premier, on va avoir deux grands types de techniques ou de leviers mis en œuvre. Tout ce qui concerne, je le disais tout à l'heure, le raisonnement, l'utilisation d'outils d'aide à la décision, les observations de bioagresseurs pour optimiser vraiment la lutte contre ces bioagresseurs. Puis un deuxième levier qui est assez important et qui est cité dans le plus grand nombre des cas, qui est par l'optimisation du matériel, de travailler sur les doses et d'adapter les doses au végétal et à la pression des bioagresseurs en présence. Je vous vois réagir, Monsieur Mollo. Vous partagez ce qui vient d'être dit. Le matériel, l'utilisation du matériel peut permettre d'effectuer déjà des progrès significatifs? Oui, tout à fait. Il y a effectivement, beaucoup de résultats d'essais depuis déjà maintenant 4 ans qui nous montrent que par une simple amélioration des techniques de pulvérisation, de meilleurs réglages ou a fortiori de meilleurs matériels, nous pouvons envisager raisonnablement une diminution de 30% des doses homologuées. Alors quand vous dites meilleure utilisation du matériel, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que les matériels de moins de 5 ans sont adaptés et ceux qui ont été construits avant aujourd'hui ne sont plus adéquats pour réaliser leur travail? Il y a une part de vrai dans vos deux propositions. Dans les matériels existants, il en est qui sont performants mais mal utilisés. À ce titre, le contrôle technique actuel tel qu'il existe sur les pulvérisateurs n'est pas garant d'une efficacité accrue, mais garant d'un certain respect de l'environnement. Ainsi que, comme vous le disiez, certains matériels, de par leur vétusté, par contre, quoi qu'on fasse, seront des matériels qui resteront peu efficients et qui donc, à terme, dont on peut envisager à terme, disons, les restrictions d'emploi ou voire pourquoi pas leur disparition. Alors simplement pour compléter, c'est vrai que le progrès pouvant être attendu d'une meilleure maîtrise de la pulvérisation est assez important, mais ce n'est pas une recette à appliquer aussi facilement que cela. Tout cela aussi nécessite la prise en compte d'un certain nombre de conditions au préalable et la mise en œuvre aussi d'autres leviers qui vont permettre d'optimiser ou de faciliter en tout cas la pénétration de la bouillie dans le feuillage. Et on a là tout le cortège des leviers à mobiliser pour la maîtrise de la vigueur, deux méthodes prophylactiques pour éviter le développement des bioagresseurs qui viennent compléter et au final permettre que la pulvérisation soit valorisée au mieux possible. D'accord, donc en soi, c'est pas une marche insurmontable que de travailler à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires? C'est pas une marche insurmontable. Cette première marche est accessible.
Une des difficultés qui peut se faire jour dans les exploitations, c'est que ça peut être confronté quelquefois à une réalité économique qui peut être assez difficile. Dans le cas notamment où ça demande des investissements, donc on a parlé de la pulvérisation par exemple, mais aussi des investissements en matériel d'entretien mécanique des sols qui sont assez lourds et qui demandent des temps de travaux importants et quelquefois le frein réside plus dans l'économie que dans la volonté du viticulteur. Ça signifie que la rentabilité va pas forcément être au rendez-vous, qu'il va falloir investir beaucoup plus et rentabiliser sur plus d'années. Tout notre pari, toute notre ambition, tout notre défi, si j'ose dire, est d'arriver à concilier ces différents éléments et à faire en sorte de pouvoir proposer aux viticulteurs des modes de conduite, des systèmes de culture qui soient performants d'un point de vue environnemental, qui soient performants d'un point de vue social, et je pense par exemple à des questions liées autour de la pénibilité du travail, mais qui soient aussi performants au niveau économique, parce qu'il serait inconcevable d'amener la profession agricole et la viticulture en particulier dans une situation d'impasse économique. Monsieur Sauvage et Monsieur Mollo, je vous remercie d'être venus sur le plateau de la Cité Viternet Web TV et je vous souhaite une bonne fin de salon, une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous.